le pont de l'Amitié fermé pour une semaine. La passerelle reliant Großbliedersdorf à Kleinbliedersdorf sera fermée à la circulation à partir de cet après-midi. Plusieurs travaux vont être entrepris pour moderniser ce passage qui traverse la frontière franco-allemande. Dans un premier temps, le traitement anti-corrosion des parties métalliques va être repris. La passerelle sera ensuite réouverte ce week-end avant la reprise du chantier lundi pour les 2 étapes suivantes, avec le renouvellement du revêtement de sol antidérapant et pour terminer, la réparation et la mise en peinture des différents garde-corps. Le guide des faïenciers voit le jour à Sarreguemines. Pour faire face à la fracture des seniors avec les outils numériques, la commune a décidé de mettre en place un tout nouvel objet à destination des personnes de plus de 65 ans. Il doit permettre de les aider au quotidien afin qu'elles puissent être autonomes dans toutes les circonstances. Pour le maire de Sarreguemines, ce guide représente un soutien pour cette population. Il est important de les rassurer, leur dire qu'ils ne sont pas oubliés dans le monde d'aujourd'hui et qu'on est dans une ville où beaucoup d'activités leur sont proposées, beaucoup d'aides leur sont proposées. Il faut le faire savoir et ce serait dommage de ne pas passer ou de rater ce lien social que ce manuel leur propose. Imaginé et créé en collaboration avec le Centre communal d'action sociale de Sarreguemines, ce guide de 68 pages est rempli de renseignements pratiques de la vie quotidienne, comme des numéros pour joindre les services d'aide à la personne, de santé, mais aussi des associations. Les pharmacies, c'est un des exemples qui est venu, les numéros qui sont à la fin, mais aussi comment être aidé quand on est en situation de perte d'autonomie. On a aussi ajouté des choses alors qui peuvent paraître comme ça anodines, mais salvatrices parfois, comme le meilleur moyen de se relever. Par exemple, il y a toute une série de schémas qui expliquent comment se lever. Il sera disponible dès la semaine prochaine en mairie, puis distribué aux principaux concernés à partir du mois de septembre. Au total, 7000 exemplaires de ce guide seront imprimés pour les 4700 seniors qui résident aujourd'hui à Sarreguemines. Un nouveau salon pour Ludovic H. Depuis le 1er août, le coiffeur basé à Hambarg déménage et s'installe au 1er rue de la Cité à Sarreguemines. À la recherche d'un changement de cadre et d'un nouveau projet, Ludovic H a trouvé dans cet espace plus grand et plus lumineux ce qu'il lui fallait. 2 nouveaux coiffeurs viennent compléter l'équipe de 5 employés déjà présents sur Sarreguemines. Encore ouvert, le salon de Hambarg devrait fermer ses portes dans les prochaines semaines pour laisser place à ce tout nouveau salon. La boulangerie au Blé d'Or continue d'étendre son maillage territorial. Après Épin et Silsheim, elle vient d'ouvrir un nouveau dépôt de pain à Gros-Rederchin. Ouvert les matins du mardi au dimanche, ce nouveau commerce propose différents produits de boulangerie et de pâtisserie réalisés à Sarreguemines, le journal quotidien local et différents produits régionaux. Un emploi a été créé avec l'ouverture de ce commerce situé 21 rue principale à Gros-Rederchin. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Erorbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, demain le ciel sera changeant, mais sans précipitation. Les températures varieront entre 11 et 20 degrés. Demain samedi, nous fêterons les roses. Il fera jour de 6h33 à 20h34. Excellente journée à tous. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet. Cet été, sublimez vos barbecues avec Intermarché Sarreguemines et Beach. Nos rayons boucherie et poissonnerie vous proposent un large choix de brochettes, viande marinée et poissons frais prêts à passer sur le grill. Pour des instants gourmands, conviviaux et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Bonjour à tous, hallo zusammen, bienvenue dans l'émission transfrontalière Grenzenlos du mois de mai, en direct aujourd'hui de Homburg et un peu plus tard de Kirke, ici en Allemagne. Nous partirons à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui vous livrent chaque jour vos petits colis du quotidien, les produits alimentaires, automobiles ou encore nos matières premières. Fret ferroviaire, transporteurs poids lourds, vous saurez tout sur le secteur de la logistique et du transport de marchandises entre la France et l'Allemagne. On y est, qu'est-ce los? Comment nos marchandises sont-elles transportées aujourd'hui? C'est la question que l'on s'est posée ce mois-ci dans Grenzenlos. Rencontre avec ces PME et grands groupes de la logistique, des spécialistes du stockage et de la livraison de produits auprès de particuliers ou encore d'entreprises de notre région transfrontalière et bien au-delà. L'occasion pour nous d'aborder avec eux l'enjeu de la transition écologique. Vers quelles solutions se tourner pour polluer moins? Développement du fret ferroviaire, réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les poids lourds. Pour tous ces transporteurs, cela reste un défi à relever. Et pour répondre à ces nouveaux défis économiques et écologiques et assurer leur avenir, le secteur a un fort besoin en main-d'œuvre. Ça tombe bien, des formations existent, comme ici à l'IUT Moselle-Est. L'établissement mise sur le développement technologique et numérique pour former ses étudiants dans les meilleures conditions possibles. Puis en fin d'émission, petit moment d'évasion. On vous emmène en randonnée du côté de Rothalben en Rhénanie-Palatinat. Chaussez vos meilleures baskets pour partir avec nous sur ce sentier de randonnée, le Rothalber Felsenwanderweg. Une visite qui vaut le détour dans notre rubrique Découverte, signée au KTFOR. Donc bonjour Sacha Honner. Bonjour Camille. Merci de nous accueillir ici sur le site de maintenance, et pas n'importe lequel, c'est celui de votre entreprise, donc Renusreis Sanctingberg GmbH. Alors finalement, c'est ici que vous chouchoutez un peu vos locomotives, si je comprends bien. Tout à fait, oui. Donc, bienvenue sur notre site de maintenance. Donc effectivement, vous voyez, on a un site historique, donc une ancienne rotonde qui a été réaménagée pour répondre aux nouvelles normes par rapport aux locomotives un peu plus modernes, comme vous voyez dans l'arrière-fond. Locomotives électriques et thermiques. Donc pour le moment, on a encore l'occasion de profiter de cette infrastructure. Mais vu que vous voyez, elle a quand même déjà quelques années, puis qu'on essaie quand même toujours aussi de se développer. On a bien sûr des nouveaux projets par rapport à cet atelier, donc on est encore là. Mais si vous revenez nous voir dans 1 ou 2 années, au pire des cas, on aura un nouvel atelier qui répond bien sûr aux nouvelles normes et puis qui sera équipé de tout ce qu'il se faut de nos jours. Alors vous êtes l'un des spécialistes dans la région du fret ferroviaire, c'est-à-dire le transport de marchandises sur le réseau ferré. Quelle est votre contribution concrètement au transport de marchandises là ici entre la France et l'Allemagne? Tout à fait, on est également un des leaders régionaux par rapport au transport ferroviaire. Donc bien souvent, on a des clients qui viennent et qui nous demandent, tiens, est-ce que vous pouvez nous réaliser une prestation de transport dans l'idéal d'un point A à un point B? Par contre, contrairement à ce qu'on connaît au niveau du transport routier, nous, le passage frontière est beaucoup plus difficile. Il y a une autre réglementation. Donc ça paraît très bizarre, mais les signaux ne sont pas les mêmes. C'est comme si vous prenez votre voiture et puis demain, vous traversez la frontière. En Allemagne, vous voyez une autre réglementation, des autres signaux. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc un conducteur, il doit connaître les signaux en France, les signaux en Allemagne. Et en plus de cela, il doit maîtriser les langues. Donc c'est vrai que ça paraît un peu compliqué, mais on s'est spécialisé là-dedans. Et grâce à cela, on est un des leaders qui peut répondre à différents clients et à différents autres fournisseurs de faire des transports
entre l'Allemagne vers la France, mais également en Allemagne ou vers d'autres pays européens. Alors, quel type de marchandises vous transportez, notamment ici dans la région? J'imagine que voilà, vous êtes amené à transporter aussi quelques marchandises vers la Moselle, toute proche. Effectivement, on a pas mal de clients qui sont à proximité, que ce soit en Sarre ou que ce soit directement donc, en Moselle ou en Alsace, à proximité donc, de Strasbourg. Donc ça peut être tout type de marchandises. On commence par des gros blocs de brames. On va faire de la tôle après par la suite. Ça peut être des petits aciers laminés qu'on a également besoin dans la production industrielle, mais également du transport de voitures, donc des voitures très modernes telles que les voitures électriques Tesla nouvelle génération ou des voitures thermiques classiques. Mais en même temps, on fait également du transport donc, de la France vers l'Allemagne, tout ce qui est denrées de consommation. Donc que ce soit de l'eau et des choses dans ce style. Donc on est vraiment ouvert à toute proposition, j'aurais tendance à dire, et on accepte tout type de marchandises. Et donc aussi vraiment des biens du quotidien dont tout le monde a besoin. On pense notamment aux produits alimentaires, voilà, ça en fait partie. Et vous utilisez aussi la plateforme, parce qu'il y a une plateforme multimodale à Voipy. Est-ce que aussi vous l'utilisez, cette plateforme On utilise plutôt Voipy comme gare de triage. Donc on récupère les trains donc, sur Voipy, on arrive à les temporiser un petit peu, parce qu'il faut là aussi harmoniser donc, les différents trains qui arrivent ou qui repartent donc, vers la France. Et du coup, on utilise plutôt Voipy comme hub pour centraliser nos trains à l'arrivée et du coup pour harmoniser les arrivées avec les départs. Et est-ce que vous arrivez, parce que vous parliez de freins un peu techniques, est-ce que vous arrivez par exemple à, voilà, vous partez d'ici et vous allez direction Forbach par exemple. Est-ce que c'est possible de s'arrêter à Forbach ou c'est tout de suite des contraintes techniques assez importantes? C'est plutôt des contraintes techniques malheureusement. Donc là aussi, on travaille, toutes les entreprises ferroviaires au niveau européen pour essayer d'avoir une harmonisation en termes de réglementation. Ce que je disais un petit peu un exemple avec les différents signaux, mais également une harmonisation par rapport au langage utilisé. Donc là, on a un souhait plutôt basculé vers l'anglais, qui est quand même plutôt standardisé, ce qu'on connaît également donc, dans l'aérien. Et donc du coup, un changement sur Forbach est compliqué. Par contre, ce qu'on fait, on essaie donc d'être innovant, donc soit avec du personnel, heureusement, frontalier qui existe, qui maîtrise les différentes langues. Donc ça aide naturellement. Parce que l'agent il maîtrise les deux langues, donc on n'a pas besoin de le changer. Ou alternativement, on peut injecter un deuxième conducteur. Donc en fait, on fait le transport en binôme. Un Allemand avec un autre conducteur français, qui traverse la frontière et du coup son collègue il redescend. En tout cas, le fret ferroviaire ici en Allemagne, selon les chiffres fournis par différentes institutions officielles, le fret ferroviaire en Allemagne il représente tout de même 19%, alors qu'en France, on tourne encore autour de 9%. Alors c'est quand même pas mal au niveau européen de manière générale, mais c'est vrai qu'on a un petit peu de retard. Comment s'explique finalement un peu ce retard entre la France et l'Allemagne, vous qui vivez en fait un petit peu voilà, des deux côtés de la frontière? Comment vous percevez-vous un peu ce frein là, de développer un peu le fret ferroviaire côté français par rapport au côté allemand? Je pense, Camille, le problème qu'il y a, c'est que du côté français, il y a un tissu industriel qui n'est pas comparable avec le tissu industriel allemand. Ça, c'est vraiment un des premiers éléments. Pourquoi est-ce que vous avez plus de transport ferroviaire? Parce qu'il faut que la nature du produit, qu'elle soit également adaptée par rapport au transport ferroviaire. Si vous avez uniquement quelques palettes, ça va être compliqué de le réaliser avec des wagons. Deuxième élément qu'on va avoir, c'est qu'il y a également eu une forte volonté politique en Allemagne de réaliser le transport ferroviaire vraiment de manière massive. En France, c'était plutôt le transport de voyageurs, qui est d'ailleurs beaucoup plus développé en France que du côté allemand. Et est-ce que la question de coût, finalement aussi, c'est une question qui revient assez régulièrement auprès des entreprises avec lesquelles vous dialoguez pour développer le fret ferroviaire? Surtout sur des petites distances, j'imagine, par rapport à des longues distances, ça dépend peut-être de quoi on parle exactement? Effectivement, le coût reste quand même le nerf de la guerre. Donc on peut avoir des arguments d'environnement, on peut avoir plein d'autres arguments en termes de marketing pour pouvoir faire du transport. Mais on va être très concret. Finalement, ce qui compte, c'est le prix final. Et c'est vrai que par rapport à ça, il faut qu'on soit innovateur. Innovateur par rapport notamment les coûts fixes qui pèsent assez lourd au niveau du transport ferroviaire. On peut en parler justement de ces coûts fixes, donner un petit exemple comme ça sur ce qui pourrait être développé, amélioré pour faciliter finalement le développement du fret ferroviaire par rapport aux coûts justement? Bien sûr, oui. Donc, ce qui était fait à l'époque, c'est qu'il y avait plutôt une locomotive qui était dédiée avec des wagons à un client. Or, de nos jours, c'est vraiment ces coûts fixes. Une locomotive, pour avoir un petit peu une notion, on parle facilement 4 à 5 millions d'euros pour une locomotive thermique, 6 millions
pour des locomotives électriques. Donc vous voyez que ça pèse quand même relativement lourd. Si on rajoute encore par rapport à ça les wagons qui vont bien, vous avez vite beaucoup d'argent qui est mis sur la table en termes de coûts fixes. Donc pour diminuer au maximum ces coûts, ce qu'on essaie de faire, c'est de regrouper plusieurs clients qui ont ces mêmes besoins et d'harmoniser du coup ce besoin. Grâce à cela, on arrive à diminuer les coûts fixes, ce qui rend quand même la facture plus abordable pour la plupart des clients. Un autre scénario qu'on prend également, et c'est vraiment un argument aussi de poids, c'est que finalement, il faut que le client il voit la totalité de sa supply chain. Pas uniquement le transport entre un point A et un point B, mais voir également les avantages qu'il a en réalisant un transport ferroviaire. Il ne faut pas que ce dernier soit subventionné parce que finalement, un transport subventionné ne restera pas à long terme. Ce qui a été fait ces dernières années, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de subventions côté allemand et côté français pour aider au développement du fret ferroviaire. Et vous dites que ce n'est pas forcément... Effectivement, personnellement, je trouve que ce n'est pas forcément la meilleure des choses. C'est bien de subventionner, mais il faut qu'à un moment donné, le produit il arrive à maturité et qu'il puisse voler de ses propres ailes. Donc grâce à cela, on arrive à mettre en place un nouveau produit que le client n'avait peut-être pas l'habitude de voir, mais une fois qu'il est intégré, il faut qu'il soit viable de manière autonome. Et pour cela, un des meilleurs arguments, c'est vraiment de voir la supply chain dans sa totalité. Est-ce qu'il y a éventuellement des synergies que j'arrive à générer dans ma production industrielle, éventuellement avec du stockage, éventuellement en ramenant plus de marchandises et avoir vraiment des gains dans ma production et dans ma supply chain. Uniquement dans ce contexte-là, le produit ferroviaire restera viable à long terme. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Honner, pour toutes les informations que vous nous avez communiquées sur la gestion et le développement du fret ferroviaire ici en milieu frontalier, mais aussi en Europe. Merci Camille pour votre passage et puis rendons nouveau tous ensemble le ferroviaire plus sexy. Merci. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais Monsieur Honner est l'un des anciens étudiants de l'IUT Moselle-Est, donc une antenne de l'Université de Lorraine. Et c'est justement l'établissement que l'on va tout de suite retrouver dans ce reportage, puisque la formation a bien évolué. Ils ont une formation dédiée au management de la logistique et des transports. Voyons ça tout de suite ensemble concrètement dans ce reportage. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait avec le nouveau casque qu'on a eu à l'IUT Moselle-Est. C'est facile. Il faut tout simplement que tu rentres déjà dans le jeu. Donc là, regarde. Normalement, tu devrais avoir apparaître des écrans qui flottent. Pas besoin d'aller bien loin pour se former aux gestes de sécurité dans la logistique. Grâce à ce casque virtuel et ce logiciel, ces étudiants peuvent se balader dans un entrepôt logistique sans pour autant quitter leur salle de classe, ici à l'IUT Moselle-Est. L'objectif, c'est de repérer les risques qui peuvent entraver la sécurité des travailleurs. Ces étudiants approuvent cette nouvelle méthode pédagogique. Alors, bien sûr que ce casque nous aide dans notre apprentissage, ce qui, par exemple, peut être bénéfique pour nous si plus tard nous sommes dans une entreprise qui a bien sûr un entrepôt. Nous pouvons leur donner notre avis à améliorer leur entrepôt. Cet exercice il est vraiment pratique parce qu'il nous permet déjà de nous familiariser avec tout ce qui sont les nouvelles générations, les nouvelles technologies qui sont de plus en plus présentes dans les entreprises et dans le monde du travail en général. Et même s'ils ne se sont pas déjà faits, c'est nous qui pourrons, avec les connaissances qu'on a grâce à ce casque de réalité virtuelle, qui pourront amener ça. L'IUT Moselle-Est a fait l'acquisition de ce nouvel instrument en début d'année. Le but recherché ici, c'est de développer l'œil critique des étudiants sur des situations jugées à risque. Ça permet à l'étudiant de montrer l'initiative, de faire les choix. Voilà, est-ce que c'est un risque, c'est pas un risque. Et ça nous permet aussi à nous de montrer le risque et montrer la correction de ce risque. Donc, on a aussi la possibilité de faire un affichage, par exemple, rappeler la norme, en même temps qu'on corrige le risque. Donc, c'est un outil qui est tout à fait différent, nouveau. Des palettes mal placées au risque de collision entre deux logisticiens. Au préalable, ces étudiants et leurs professeurs ont travaillé sur l'identification de ces risques potentiels, les conséquences et les solutions à apporter aux différents scénarios. Ce sont les étudiants de deuxième année qui formeront à partir de juin leurs futurs camarades à ce nouvel outil pédagogique, source de modernité à l'IUT Moselle-Est. Mais ouais, c'était super bien, merci. Franchement, je dirais.
Donc cette fois-ci, on se retrouve devant un vrai entrepôt. On a changé de lieu entre-temps. On se trouve ici à Kirke, en Sarre, donc en Allemagne, auprès de l'entreprise JS Logistique. Vous voyez les camions là juste derrière moi. Et nous avons parmi nous deux nouveaux invités. Donc Thomas Tausend, qui est étudiant à l'IUT Moselle-Est et actuellement en alternance ici auprès de l'entreprise JS Logistique. Bonjour Thomas. Bonjour. Et à ses côtés, donc Nathalie Schustek, qui est responsable de la formation trilingue, donc toujours à l'IUT Moselle-Est. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être parmi nous dans l'émission Transfrontalière Grenzenlos. Donc Thomas, dis-nous un peu comment tu as décroché finalement cette alternance ici à JS Logistique. Alors pour commencer, du coup, j'ai effectué déjà quelques années d'études auparavant dans le domaine de la logistique, mais j'ai voulu me réorienter. Et j'ai voulu me réorienter vers quelque chose de plus pratique. Donc je me suis tourné vers la formation en alternance MLT, donc Management Logistique et Transport à l'UT de Moselle-Est, en alternance. Et comme je viens d'une famille bilingue franco-allemande, je me suis dit que le fait de faire l'alternance en Allemagne et du coup le parcours bilingue pouvait être un bonus. Donc après avoir candidaté à l'IUT et avoir été pris, j'ai donc décidé de commencer à chercher mon alternance, donc de préférence en Allemagne. Et puis c'est là que j'ai discuté avec Madame Schustek qui m'a du coup parlé de JS Logistique et qui elle du coup s'est occupée de me faire parvenir les contacts directement donc de Régis, Jérémy et puis Clément et de faire ensuite moi de mon côté les démarches pour candidater et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. D'accord. Allez, quel est votre rôle exactement ici au sein de l'entreprise actuellement en alternance? Alors actuellement je suis en rôle de soutien on va dire pour le bureau, donc je fais à peu près toutes sortes de tâches quotidiennes liées au domaine du transport, donc ça va de choses toutes bêtes du style vérifier que les transporteurs sont bien à l'heure au point de rendez-vous jusqu'à des domaines un peu plus concrets comme l'affrètement et donc le fait de vendre des transports qu'on me donne du coup. Alors c'est totalement en lien avec tes études donc à l'IUT Moselle-Est, management de la logistique et des transports que tu suis actuellement. Mais comment se sont passés tes débuts puisque j'imagine ici commencer voilà, dans une nouvelle entreprise, c'est toujours un peu une nouvelle expérience, surtout au début. Alors les débuts c'est vrai que ça n'a pas été facile. Les premières semaines j'ai plus regardé que fait parce que y avait tout le système, la manière de faire. Donc je venais aussi d'un parcours scolaire, donc le fait de pratiquer la vie en entreprise était différente. Donc j'ai vraiment les premières semaines eu besoin de m'accrocher pour déjà comprendre comment l'entreprise fonctionne et puis après prendre le train et vraiment commencer à travailler moi-même en autonomie. Et donc le BUT, donc Management Logistique et Transport, c'est l'une des formations, on le disait, dispensées à l'IUT Moselle-Est. C'est une formation aujourd'hui trilingue, donc il y a l'allemand, le français et l'anglais, si je ne dis pas de bêtises. Madame Schustek va me rattraper tout de suite. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroulent les cours actuellement à l'IUT? D'accord. Alors, ça fait 30 ans que la formation existe. À l'origine, c'est une formation bilingue, franco-allemand. À savoir qu'on a certains cours qui, au lieu de se faire en français, se font en allemand. Les étudiants parlent en allemand, le collègue parle en allemand, les contrôles se font en allemand. Et puis on avait une demande des anglicistes et puis pas toujours aussi énormément de jeunes qui veuillent se lancer dans une formation purement en allemand. Donc on a franchi le pas, on a osé et on est passé sur de l'allemand-anglais. À savoir qu'on a choisi des cours qui s'y prêtent, par exemple un jeu d'entreprise qui se fait sur ordinateur. Le collègue fait la partie théorique en anglais, en allemand. Les jeunes choisissent l'interface en anglais ou en allemand. Ils échangent avec le prof en anglais ou en allemand et le contrôle se fait au choix en anglais ou en allemand. Et en fait, ça correspond à ce qu'on vit au quotidien quand on est frontalier et qu'on travaille entre la France et l'Allemagne, à savoir que très souvent, chacun parle dans la langue qu'il maîtrise ou qu'il comprend ou qu'il arrive à parler, quoi. Voilà. Et donc, ça permet aux jeunes surtout de franchir les barrières. D'oser se lancer, à se dire que c'est pas si compliqué que ça. Enfin, je sais pas, mais ils y arrivent. La formation survit
et vit. Et donc c'est une bonne chose, voilà. Donc en termes de cours, ça touche vraiment à l'ensemble de la logistique, donc pas seulement, voilà, on disait le transport, mais aussi, voilà, la vie en entrepôt, on l'a vu dans le reportage à l'instant, mais aussi d'autres domaines, j'imagine. Alors il y a un cours en logistique, il y a stratégie d'entreprise, il y a un cours en gestion d'entrepôt. On a des partenaires sur Pirmasens, l'Université des sciences appliquées de Pirmasens, qui dispose d'un entrepôt miniaturisé, qui a quand même la taille d'une grande salle, un entrepôt automatique. Ils vont avoir une partie théorique, pareil, en allemand, en anglais. Et puis ensuite, ils vont avoir des travaux pratiques sur cet entrepôt miniaturisé. Là, ils vont y aller cette fois-ci le 13 juin sur une journée de formation. Et ils auront eu déjà des cours avant, donc pour la partie théorique. Voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps qu'il existe justement ce partenariat entre l'IUT Moselle-Est et Pirmasens? Alors à l'origine, quand on a ouvert la formation en 1994, c'était avec la ATV. Et puis les choses ont évolué. On a ensuite développé le partenariat avec Pirmasens. Je pense que ça fait à peu près 15 ans. Ah oui, quand même. Ans, oui, voilà. donc Mais sinon, la formation bilingue est à l'origine avec la ATV, ça fait 30 ans. D'accord, voilà. Très bien. Donc on a un peu de bouteille, quoi, et du recul. Ça marche. Et combien d'étudiants vous formez actuellement dans cette formation? On a à peu près une dizaine d'étudiants. D'accord. Ok. Et ils touchent tous aussi à toutes les langues, français, anglais, allemand? Alors, vous en avez comme Thomas qui est parfaitement bilingue allemand-français, mais qui va plutôt pour l'anglais, oui. J'ai cru comprendre. Ensuite, vous avez les jeunes qui sont bons en anglais et qui n'oseraient pas le faire en allemand. Puis vous en avez qui sont bons ou assez bons dans les deux langues et puis qui lancent ou bien qui ont entendu dire au premier semestre que finalement c'était pas si terrible et qui rejoignent au second semestre. On a Kevin et une autre étudiante aussi qui rejoignent au second semestre parce que voilà, les échos sont plutôt positifs, donc c'est bien. En tout cas, on a l'impression que c'est un secteur d'activité qui recherche beaucoup de monde, notamment en milieu frontalier, d'où l'intérêt d'avoir une formation comme ça. Comment ça se passe justement côté candidature, puisque là, bientôt, on va rentrer dans la phase un peu, vous recherchez aussi vos prochains candidats. Comment ça se passe écoutez, il y en a comme Thomas qui viennent là parce qu'ils savent que c'est du franco-allemand, du bilingue. On en a tous les ans un qui vient cette année de Bordeaux. Il y a 2 ans, c'était de Nantes parce qu'il a repéré la formation franco-allemande et qu'il veut quelque chose de concret, de frontalier. Et puis sinon, il y en a qui vont se découvrir des capacités ou l'envie d'eux. Et l'intérêt de cette formation, c'est que c'est des jeunes, c'est un recrutement qui est essentiellement local. Et où les jeunes vont être ancrés localement et d'autant plus s'ils font leur alternance localement ou en Allemagne. Et il faut dire qu'il y a un potentiel du fait de la présence de Saarbrück et de l'environnement économique qui est important et qu'on a nulle part ailleurs sur la frontière franco-allemande. Hein? En tout cas, ça a l'air de bien marcher puisqu'il y a d'anciens étudiants, on l'a vu notamment ce matin et on va le voir aussi dans un instant, qui sont devenus entre-temps directeurs et qui ont rejoint aussi des entreprises des deux côtés de la frontière pour faire vivre un peu ce territoire au niveau logistique et transport. On a des superbes parcours. Vous en avez quelques-uns exemples ce matin, Monsieur Honner, Monsieur Gros cet après-midi, enfin que vous n'allez pas voir mais qui est directeur de cette agence, Jérémy Guerne qui est responsable d'exploitation et puis on en a d'autres aussi. Alors certains vont faire un détour pendant quelques années par l'Allemagne et puis revenir sur la France et là ils valent leur pesant d'or parce qu'ils ont une expérience franco-allemande, ils ont la culture d'entreprise allemande et française et en général ils font des super parcours du côté français ensuite. Donc c'est une véritable valeur ajoutée. Et on ne peut que encourager les jeunes à franchir ce pas et à oser. Parce que c'est surtout ça c'est le premier obstacle, plus que la langue, je pense. Eh bien, merci beaucoup en tout cas à vous deux pour toutes ces explications. Bon courage Thomas pour la suite de ton alternance ici donc à Kiaké. Et merci beaucoup à Nathalie Schustek pour toutes ces informations sur la formation MLT qui, je l'espère, continuera à attirer beaucoup de monde, que ce soit de la région ou même d'ailleurs en France et d'Allemagne. Merci beaucoup à vous deux.
En tout cas, l'une des spécialités ici à JS Logistique, c'est le transport routier. Aujourd'hui, ce sont surtout les transporteurs poids lourds qui assurent la livraison de marchandises des deux côtés de la frontière. Et je vous propose tout de suite d'aller retrouver donc Monsieur Guerne, qui est responsable d'exploitation donc ici à Kiaken. Donc Jérémy Gerne, merci voilà, de nous rejoindre ici sur le plateau et merci aussi de nous accueillir ici au sein de votre entreprise. Bonjour, enchanté. Vous faites aussi partie des anciens étudiants de l'UT Moselle, j'ai entendu. Oui, tout à fait. En 2005, j'ai eu mon diplôme au sein de l'UT à Sarreguemines et après j'ai atterri chez JS Logistique. J'ai fait toute ma formation ici. J'ai débuté comme Thomas, mais pas à l'époque, il n'y avait pas encore de cette formation en alternance. Et j'ai grandi avec l'entreprise JS Logistique et actuellement j'ai le poste de responsable d'exploitation. D'accord. Et donc, on l'a dit à l'instant, c'est vrai que le transport routier, c'est le transport le plus important pour voilà, effectuer un peu ces livraisons de marchandises entre la France et l'Allemagne. Vous, concrètement, dans l'entreprise, quel type de marchandises vous transportez, notamment voilà, des deux côtés de la frontière? On transporte essentiellement des pièces automobiles pour les grands groupes automobiles, également un peu de produits chimiques. Et on est placé en Europe, on a une entité à Madrid, une au Luxembourg, une en Hongrie. Et le but qui est chez nous, en fait, sur la plateforme à Kirkel, on rassemble toutes les marchandises d'Angleterre, de France, d'Espagne, de Portugal sur notre plateforme à Kirkel. Et on redistribue la marchandise dans les secteurs automobiles, dans toutes les usines qui se trouvent en Allemagne, en Autriche, dans l'Europe entière. Ouais, donc vous jouez vraiment un rôle essentiel là-dessus sur ce secteur d'activité de l'automobile. Oui, tout à fait. On travaille également en flux très très tendu parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est les groupes automobiles, ils ont plus de stock de sécurité. Donc on travaille vraiment en just in time. Donc on est vraiment axé sur les rendez-vous de livraison. D'accord. Et comment vous l'expliquez, vous, finalement, qu'aujourd'hui, le transport routier, c'est quand même le transport le plus important quand on parle voilà, de livraison de marchandises entre la France et l'Allemagne, parce que c'est vrai, il y a d'autres modalités, il y a les plateformes multimodales, il y a le fret ferroviaire, tout ça. Comment on l'explique finalement que le transport routier, ça joue quand même un rôle prépondérant ici en Europe? Vous le voyez au niveau de l'économie aujourd'hui, chaque entreprise cherche à diminuer ses coûts. Donc au niveau de l'automobile, le ferroviaire, tout ça, c'est très 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 compliqué. Nous, comme je vous ai dit auparavant, ils ont très peu de stock de sécurité. Donc c'est des délais de livraison de transit time très très courts. Donc on a forcément une pression de clients pour livrer la marchandise à temps. Donc nous, on a essentiellement, c'est vraiment que du routier dans l'Europe entière. Et là, on est vraiment au cœur d'une entreprise frontalière, si je puis dire, puisque voilà, vous êtes français vous-même. Et il y a aussi, il me semble, d'autres Français qui font partie de l'équipe, n'est-ce pas? Exactement, d'autres Français. Donc nous, on a une collaboration très forte avec l'UT. Moi-même, je vous ai dit que j'étais formé à l'UT. Le directeur de l'agence, M. Gross-Régis, a été formé à l'UT. Et on a également un exploitant qui est déjà plus de 10 ans chez nous, qui a également été formé à l'UT. Donc en fait, nous, on essaye, à chaque fois, on a un bon partenariat avec l'UT. On forme les gens dès leur plus jeune âge pour qu'après, ils puissent évoluer au sein de l'entreprise. Et si je comprends bien aussi d'éventuels projets de recrutement pour l'avenir, puisque voilà, il faut quand même maintenir ce rythme-là de flux tendu oui, tout assez à fait. régulièrement. Et en fait, ce qui est important pour nous, c'est justement de trouver des personnes bilingues, car on est juste à la frontière au niveau français, et des personnes bilingues qui sachent parler le français et l'allemand, car on a également des clients en France. Donc on recherche, et honnêtement, c'est de plus en plus difficile à trouver ce type de personnes qui sachent parler les deux langues. En tout cas, c'est voilà, un secteur, comme je disais, c'est le plus important en termes de transport de marchandises et même aussi dans la logistique de manière générale. Et vous faites face à de nombreux défis, notamment un petit peu voilà, l'aspect écologique. On le sait voilà, au niveau de l'Union européenne et il y a beaucoup de voix politiques qui disent bon voilà, il faut peut-être repenser un peu le modèle de transport de marchandises, notamment voilà, pour réduire un peu les CO2 et tout. Bon, je vous invente rien, je pense. Et il y a l'une des contraintes qu'on vous impose un peu sur le long terme, finalement, c'est de renouveler votre flotte voilà, de camions. Comment vous voyez la chose en fait concrètement en tant que transporteur routier? Nous, en général, on renouvelle notre flotte de véhicules tous les 3 à 4 ans. D'ailleurs, on a renouvelé notre flotte, vous voyez ce véhicule-là, on l'a renouvelé début d'année. Avec notre partenaire Iveco. On rénouvelle justement régulièrement notre flotte de véhicules pour la consommation et tout ça, et justement aussi pour le bien-être des chauffeurs. C'est important que nous, ils ont un équipement parfait, que ce soit en temps de tracteur, également en temps de semis. On va dire tous les 4-5 ans, on renouvelle notre flotte de véhicules. Mais on reste également dans le gasoil. L'électrique, c'est un peu utopique, c'est très compliqué avec ce qu'on nous demande dans le secteur que nous on est actuellement. Pour l'instant, ce n'est pas faisable pour nous. Ouais, j'imagine c'est aussi une question voilà, de consommation, tout ça, tout à fait, d'autonomie, exactement, c'est vraiment assez compliqué. Donc nous on fait avec le gasoil, entre guillemets à l'ancienne. Vous faites le plus de kilomètres et vous avez aussi moins de problèmes niveau service. On était l'année dernière, on avait des véhicules de type LNG, c'est le gaz liquéfié.
Et on a renouvelé notre flotte justement parce qu'on avait énormément de problèmes avec ce type de véhicule, énormément de pannes. Et donc on est revenu, si vous voulez, on avait fait un pas en avant, on est revenu un pas en arrière. Actuellement, on est satisfait et ça nous convient très bien. Malgré tout, voilà, on voit quand même au niveau politique, notamment juste pour parler de la Commission européenne, qui fixe quand même des objectifs assez ambitieux d'ici 2040, une réduction de 90% des émissions de CO2, avec notamment ce qu'ils prévoient, en tout cas dans leur plan d'action, des incitations fiscales pour changer de camion. Bon, on parlait des camions électriques, bon voilà, c'est pas toujours une évidence. Vous, comment vous voyez la chose? Comment vous voyez un peu ces grosses ambitions là, européennes? Est-ce que c'est réalisable? Il faudrait que tout le monde s'adapte, c'est-à-dire également les clients, parce que nous, le transporteur, vous êtes toujours entre le fournisseur et le client. Si l'autonomie des camions électriques est beaucoup plus grande et la recharge plus rapide, pourquoi pas, en 2040, pourquoi pas, à voir. Nous, on s'adapte quotidiennement en fonction du marché, mais actuellement, avec les demandes qu'on a, les restrictions qu'on a, c'est de notre côté pas faisable. Oui. Et il y a aussi une autre chose qui va arriver quand on parle de transition énergétique par rapport au transport de marchandises et à la logistique de manière générale, c'est aussi cette histoire de d'écotaxe. Il y a toute la région Grand Est qui souhaite mettre en place une nouvelle écotaxe d'ici 2027. Donc pour l'instant, c'est encore vraiment sur les phases de projet, mais ça devrait se réaliser d'ici 2027. Qu'est-ce que vous pensez finalement d'un tel projet, puisque j'imagine que ça vous inquiète un petit peu aussi au niveau du secteur du poids lourd. Oui, ça nous inquiète effectivement. Donc, nous, comme je vous ai dit, on essaie de s'adapter au marché, on entend ce qui se passe, mais c'est vrai que le transport routier, c'est de plus en plus difficile. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Auparavant, on trouve que les restrictions au niveau budgétaire, au niveau des restrictions, au niveau environnemental, c'est de plus en plus compliqué. On a toujours un force à s'adapter, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile pour nous. Et ce cas-là, effectivement, ça va être un cas à traiter prochainement au sein de l'entreprise. Ouais. Et comment, voilà, de manière générale, comment on peut développer un peu, voilà, ce secteur du transport, de manière générale, logistique, quand on parle, voilà, de transporter les marchandises, notamment entre la France et l'Allemagne, parce qu'on l'évoquait ce matin, donc avec notre invité, Monsieur Honner, donc de l'entreprise Rhenus Rail. Finalement, le fret ferroviaire est quand même en retard, que ce soit en France et en Allemagne, et on parle, voilà, de gestion de plateformes multimodales, notamment pour en fait lier un peu les deux. Est-ce que vous pensez que voilà, c'est une des solutions, ou il y en existe d'autres peut-être pour faciliter le quotidien aussi, vous, en tant que transporteur de poids lourd? Je pense que c'est une bonne solution. On l'a testé il y a quelques années, mais je veux dire, pour d'autres clients, pas au niveau automobile, pour des clients au niveau de la chimie. Et après, avec toutes les grèves et tout que vous entendez dans le transport ferroviaire, on a eu pas mal de contraintes, pas mal de retard. Donc on a fait ce projet pendant 1 an, ça remonte à peu près il y a 10 ans. Puis on a abandonné. Après, ce que nous on fait, on est aussi spécialisé. On a une entité à Pirmasens, tout ce qui est transport de marchandises aériens et maritimes. Donc ce qu'on fait, on fait venir des conteneurs du monde entier qui arrivent au port à Rotterdam. Et ce qu'on fait, on a mis en place, souvent, c'est des transports fluviaux, donc qui passent par le Rhin, qui descendent jusqu'ici. Donc ça, c'est un type de transport qu'on effectue souvent, quoi. Donc nous, on est plutôt dans tout ce qui est fluvial, maritime. Après, comme je vous ai dit, électrique, tout ça, ça reste encore une inconnue. Pourquoi pas dans quelques années si c'est un peu le produit est mieux développé. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Gernet pour cette interview et votre disponibilité au sein de l'émission Transfrontalière Grenz & Los. Merci à vous. Vous l'aurez compris, suite à plusieurs décisions politiques, les transporteurs routiers sont aujourd'hui contraints de passer à la vitesse supérieure dans leur transition écologique. On a suivi pour vous un spécialiste du transport de colis entre la France et l'Allemagne. Il nous donne son point de vue sur cette question. Les transporteurs, longtemps restés à la marge de la transition écologique, sont désormais contraints d'accélérer. Sous l'effet des réglementations européennes, de l'écotaxe qui revient dans les débats et de la pression environnementale croissante, le secteur doit se réinventer. Direction Roulin, à quelques kilomètres de la frontière allemande. Ici, l'entreprise TCE tente de s'adapter avec les moyens du bord. Dans cette PME familiale, le verdissement de la flotte est déjà amorcé. 3 camionnettes électriques d'occasion, une neuve et des bornes de recharge posées au dépôt. Un investissement 100% autofinancé. Petit à petit, à notre échelle, à notre niveau de société familiale, nous avons engagé des travaux. Donc là, par exemple, les panneaux photovoltaïques. On a également installé des bornes de recharge pour nos véhicules électriques. Du coup, petit à petit, on essaye de montrer qu'on part également vers l'écologie. Et nous avons lancé également un petit concours en interne avec un podium de l'éco-conduite qu'on met à jour tous les mois avec les véhicules qui ont une conduite
de plus en plus qui tire vers le vert, on va dire. 50% de l'activité de TCE se concentre sur l'Allemagne, principalement du transport express pour éviter les arrêts de chaîne dans les usines. Mais avec une autonomie de 100 à 140 km seulement, ces camionnettes sont cantonnées aux livraisons locales côté français. Impossible pour elles d'assurer les missions longue distance vers l'Allemagne. On est obligé de se rabattre sur des véhicules thermiques qui font beaucoup plus de kilomètres et qui sont beaucoup plus autonomes en termes d'énergie. Oui. Donc aujourd'hui, les sociétés de transport se rabattent plus vers des véhicules de type hybride ou alors au gaz. Et aujourd'hui, avec l'activité qu'on a, ça ne serait pas possible. Non. À l'heure actuelle, ça ne serait vraiment pas du tout rentable pour nous. C'est ici qu'entre en scène Gino, livreur chez TCE. 3 fois par semaine, il file de l'autre côté de la frontière avec son poids lourd, chargé de palettes à destination des entreprises allemandes. Voilà, c'est livraison, c'est en express. C'est principalement des puzzles pour l'Allemagne. C'est du fret qui va en Allemagne. C'est que des puzzles, donc chez DHL et chez DPD, on va livrer. Je livre 3 fois par semaine pour eux, pour le puzzle. Et après d'autres transports aussi en Allemagne, mais pas forcément pour eux, pour d'autres sociétés. Des express, entre autres. À peu près aller entre 250 km d'ici, de chez nous, quoi, à peu près. Hein. Il y a beaucoup de palettes. Surtout, là, pas en ce moment, mais les périodes en hiver où c'est énormément de boulot, en fait, il y a plein de palettes. Donc plus simple de les mettre en palette dans le camion qu'en camionnette, parce qu'en camionnette, il faut dépoter. Et du coup, ça fait beaucoup de colis à ranger, voire peut-être même 2 allers-retours là-haut, quoi. Le lundi, c'est calme, mais le mercredi, le vendredi, c'est les journées les plus chargées, quoi. Entre une quinzaine et une vingtaine de palettes. Pour les livraisons aux particuliers ou aux petites entreprises, c'est une autre histoire. Là, les camionnettes électriques trouvent leur place. Elles redistribuent les colis venus d'Allemagne, acheminés par poids lourd jusqu'au dépôt de Rombach, puis dispatchés dans toute la Moselle-Est. La transition est en marche, mais elle avance par étapes. Rester compétitif tout en roulant vers un avenir plus vert, un équilibre encore fragile. Et maintenant, dans Grenzenlos, c'est l'heure de notre rubrique découverte. Je vous propose ce mois-ci de continuer à profiter de ce beau temps très ensoleillé pour aller se balader un peu dans notre région transfrontalière. Et c'est le cas notamment du côté du sud-ouest du Palatinat où se trouve le premier sentier de randonnée de qualité qui s'appelle le Rotalbe Felsenwanderweg. Il est certifié Wanderbares Deutschland. Mes collègues du OKTV Südwestpfalz sont partis à la découverte de ce sentier si particulier. Au cœur de la réserve naturelle idyllique du Pfälzerwald se trouve la ville de Rodalben. Autour d'elle serpente un sentier de randonnée rocheux d'environ 45 km. Habituellement, il est parcouru en plusieurs étapes, mais lors du marathon de randonnée de Rodalben, les participants effectuent tout le parcours d'une seule traite. Ce sentier a été créé au XXe siècle. Es gab Leute hier in der Stadt, das war wohl irgendwie so in den 80er Jahren, die haben sich dann überlegt, wir haben hier schöne Sandsteinfelsen, wir haben hier schöne Felsformationen, schöne Höhlen. Hier könnte man doch einen Weg machen. Und dann hat sich dieser Weg rund um die Stadt Rodalben, der schlängelt sich also komplett um die Stadt, durch verschiedene Täler, über verschiedene Aussichtspunkte, hat sich dieser Weg so ergeben. Parmi les points forts du sentier de randonnée rocheux figure la grotte de l'Ours, la plus grande grotte rocheuse naturelle du Palatinat. Et ce sentier de randonnée se distingue par une chose. Die Vielfalt, wir haben teilweise sehr schmale Pfade, wir haben dann auch wieder breite Wege, wir haben auch Höhlen dabei, wir haben schöne Aussichtspunkte und das macht diesen Weg schon ein bisschen besonders. Es ist auf jeden Fall mal der erste zertifizierte Wanderweg hier bei uns und ja, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. En empruntant le sentier rocheux de Rodalben, on peut découvrir diverses formations de grès bigarrés. L'entretien du sentier demande du temps. Autrefois, un système de parrainage permettait aux particuliers de s'occuper eux-mêmes de la maintenance du sentier. Cela n'est aujourd'hui plus réalisable. C'est donc la commune de Rodalben qui en assure l'entretien. Celui-ci est effectué par des gardes-sentiers employés en mini-job. En 2022, le sentier a obtenu la 2e place dans le concours des plus beaux sentiers de randonnée dans la catégorie randonnée sur plusieurs jours, devenant ainsi un emblème touristique de la région du Südwestpfalz, récompensé par un prix notable.
Alle 2 Jahre werden Wanderwege zertifiziert. Da muss man verschiedene Kriterien erfüllen. Da geht es, wie ist der Weg ausgestattet, wie ist er möbliert, wo gibt es Rastmöglichkeiten und so weiter und so fort. Das ist dann immer eine gewisse Vorbereitungszeit und dann erfolgt die Nachzertifizierung. Pour la région du Sud-Westpfalz, et en particulier pour la ville de Rodalben, le sentier rocheux est un symbole fort. Il convient parfaitement aux amoureux de la nature et aux randonneurs passionnés. La région elle-même, tout comme ses visiteurs, bénéficie de ce sentier de randonnée exceptionnel. Vous l'aurez compris, de nombreux défis attendent encore le secteur de la logistique et du transport de marchandises. On suivra de près ces évolutions ces prochains mois. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans l'émission transfrontalière Grenzenlos. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle thématique. Et en attendant, je vous dis bis zum nächsten Mal. Tschüss.